Bien, bonjour à tous. Je déclare ouverte la séance du troisième tour de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui est exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle se déroule pour la première fois dans la grande chambre de la Cour de cassation, et je remercie la première présidente d'avoir mis à notre disposition cette belle et grande salle. Exceptionnel aussi parce que il n'y a pas eu de concours l'année dernière. Il a été annulé en raison de l'état d'urgence sanitaire. Et la promotion qui m'entoure, des secrétaires qui m'entourent, est une promotion qui aura exercé ses fonctions de secrétaire de la conférence pendant 2 ans. Et je les remercie pour l'investissement et le dévouement dont ils ont fait part, notamment cette deuxième année. Exceptionnel également, puisque nous avons parmi nous un invité d'honneur, la professeure Cécile Chenet, que je n'ai pas besoin de présenter. Et vous savez les liens qui nous unissent désormais avec elle, puisqu'elle est la directrice de notre institut et de formation et de recherche des avocats au Conseil, l'IFRAC. Alors, nous sommes réunis pour entendre les 6 candidats qui vont se succéder. Je vais donner lecture du sujet « Le moyen critiquant la décision par laquelle une juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qu'il avait saisi est-il recevable lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt ?» Et je vais donner immédiatement la parole au premier candidat, premier demandeur, Monsieur Alexis Posé. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n'aima pas comment elle était habillée. Et pourtant, ce même jour marqua le début de leur relation. Pourquoi ? Parce que l'Aurélien d'Aragon ne s'arrêta pas à sa première impression. Un second regard ne nous préserve-t-il pas d'un jugement précipité, Monsieur le Président, Madame la professeure, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre? Votre opinion n'est-elle pas mieux assurée après un nouvel examen, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs? Eh bien, pas celle de la Cour de cassation. Vous le savez, depuis 1971 et un arrêt La Rayonnante rendu en chambre mixte, il n'est plus permis de soulever un moyen contestant la motivation des juges du fond lorsque ceux-ci, saisis sur renvoi après cassation, se sont conformés à la doctrine exprimée dans l'arrêt de cassation rendu sur le précédent pourvoi. Depuis 50 ans, donc, la Cour de cassation s'interdit de revenir sur sa première opinion. En dépit des motifs de l'arrêt, l'origine de cette irrecevabilité du moyen ne se trouve pas dans la loi de 1967 réformant la procédure de cassation, qui ne dit rien de cette hypothèse. En réalité, son histoire est celle d'un dialogue à travers les siècles entre 2 figures du parquet et 2 conceptions de la justice. En 1835, un arrêt déclara l'auteur d'un second pourvoi irrecevable à soulever le même moyen que celui déjà écarté sur le premier pourvoi. Mais à peine un mois plus tard, le procureur général Dupin, homme de tradition qui plaçait le juge sous l'ordre de la loi, a brisé cette première tentative d'introduction de la règle. Sous son autorité, la Cour de cassation a rappelé qu'aucune disposition ne prévoyait une telle cause d'irrecevabilité. En 1971, le premier avocat général Lindon exhuma ce lointain précédent. Homme de son temps, qui voyait désormais le droit dans la jurisprudence, il se souciait de l'image de l'institution. Une situation en particulier le préoccupait, celle dans laquelle le plaideur chercherait à exploiter un revirement de jurisprudence remettant en cause la doctrine exprimée dans le premier arrêt de cassation. C'est pour soustraire la Cour à cette éventualité qu'il a convaincu de déclarer irrecevables les moyens l'invitant à se déjuger.
Cette hypothèse est précisément celle qui nous retient aujourd'hui. La Cour de cassation a récemment jugé que tout salarié exposé à l'amiante avait finalement droit à obtenir réparation de son préjudice d'anxiété, et le demandeur au pourvoi se prévaut de la règle nouvelle pour demander à la Cour de revenir sur la solution ancienne énoncée sur le précédent pourvoi. Songez que c'est la 4e fois depuis 1993 que la Cour de cassation se réunit en assemblée plénière pour interroger le bien-fondé de la règle. À chaque fois, la même question revient à intervalles de plus en plus rapprochés. Le moyen critiquant la décision par laquelle une juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qu'il avait saisi est-il recevable lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt? Par 3 fois, il a été répondu par la négative. Et manifestement, cette réponse n'a jamais satisfait. Épargnons-nous une 5e assemblée et optons enfin pour l'affirmative. Rien ne justifie d'interdire aux justiciables de réclamer simplement l'application du droit au prétexte que celui-ci aurait déjà été dit sur le premier pourvoi. Plus encore, cette hypothèse problématique révèle l'anomalie de la règle. Ce n'est donc pas seulement que l'irrecevabilité doit être circonscrite, c'est son principe même qui doit être rejeté. Un domaine à cantonner, d'abord, une règle à abandonner, ensuite. Un domaine à cantonner. Dès lors que l'on s'interroge sur la mise en œuvre de l'irrecevabilité en cas de changement de norme, 2 hypothèses se présentent. Le cas général est celui de la perte de fondement juridique par modification des textes. Le cas particulier concerne le revirement dans leur interprétation. Or, la fin de non-recevoir n'a jamais prétendu s'appliquer dans le premier cas. Elle ne vise en réalité que le revirement de jurisprudence à raison de la portée particulière de ce dernier. La perte de fondement, d'une part, la portée des revirements, d'autre part. La perte de fondement. D'ordinaire, la loi nouvelle ne s'applique pas aux instances en cours, et moins encore au stade du pourvoi en cassation. Mais on sait qu'elle en dispose parfois autrement et que son application immédiate, qui rétroagit alors sur l'effet du litige, est permise, pour autant qu'elle réponde à un motif impérieux d'intérêt général. Le moyen tiré de la norme nouvelle surgit au stade du pourvoi lorsque, exceptionnellement, celui-ci produit un effet suspensif. Il se présente également lorsque le texte précise s'appliquer même à ce stade de la procédure. Aucune irrecevabilité n'est alors opposée à la partie qui, se prévalant d'une perte de fondement juridique, vient remettre en cause, sur un second pourvoi, une solution conforme à l'arrêt de cassation rendu sur le premier. L'éviction de la fin de non-recevoir se justifie en ce cas par le fait que la norme nouvelle est visée dans le moyen lui-même, qui soulève un cas d'ouverture distinct et qui ne pose donc pas à la Cour de cassation la même question que celle précédemment tranchée. L'évolution normative pourrait d'ailleurs intervenir après le dépôt des mémoires que la Cour de cassation serait toujours susceptible de relever d'office le moyen de pur droit tiré de la perte de fondement juridique. Elle l'a fait notamment en 1985 pour mettre en œuvre, sur un second pourvoi, les règles nouvelles d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Il y a donc d'emblée un cantonnement majeur de la fin de non-recevoir, puisque l'irrecevabilité opposée sur le second pourvoi en cas de changement de norme ne concerne en réalité que l'hypothèse des revirements de jurisprudence. La portée des revirements. L'effet rétroactif des revirements de jurisprudence ne justifie pas à lui seul de les ignorer sur un second pourvoi. Il vient d'être montré en effet que nombre de modifications rétroactives du droit pouvaient servir à critiquer la légalité de la décision conforme de la juridiction de renvoi. La difficulté vient plutôt de ce que la jurisprudence n'est pas une norme comme les autres. Sa nature essentiellement interprétative fait qu'on ne la cite pas pour base légale des moyens et que, par conséquent, son revirement ne s'assimile pas à une perte de fondement juridique. Tout procède comme si l'interprétation nouvelle avait toujours été, sans avoir jamais varié. C'est pour combattre cet effet des revirements que l'irrecevabilité a été inventée. Il s'est agi d'éviter de mettre la Cour de cassation devant l'alternative que l'on a pu qualifier de diabolique, consistant soit à contredire la solution précédemment posée dans la même affaire en lui appliquant le revirement intervenu dans l'intervalle, soit à contredire ce revirement
en préservant la doctrine énoncée sur le premier pourvoi. Pour se soustraire à cette alternative, on a préféré se dérober au jugement. Voilà comment, depuis 50 ans, les plaideurs sont arrêtés au seuil du second pourvoi. Comme les poètes de l'ancienne Grèce chantaient leur paraclosituron, ces suppliques à la porte close. Ovide nous rapporte l'une d'elles dans ses Métamorphoses, où l'on voit le jeune Iphis, froidement et conduit par Anaxarète, périr devant sa porte, et la belle, indifférente au sort du suicidé, changée en pierre par la colère de Vénus. On peut espérer mieux de Thémis que de figer sa justice. Car la solution pose tout de même question. Pourquoi la rétroactivité du changement de norme, qui est bien admise lorsqu'à titre exceptionnel, elle procède d'un texte, devrait-elle être ignorée là précisément où elle constitue un effet naturel de la jurisprudence? La règle n'est-elle pas d'ailleurs particulièrement choquante lorsque le revirement est intervenu avant la décision attaquée par le second pourvoi et que celle-ci, bien que conforme à l'arrêt de cassation, n'a donc pas été rendue en respect du droit alors applicable? Ces difficultés expliquent sans doute que l'irrecevabilité tende à être de plus en plus souvent écartée. Soit, comme en janvier 2018, pour renoncer au revirement opéré sur le premier pourvoi, à l'aune d'une loi nouvelle l'ayant brisé pour l'avenir, soit, comme l'année suivante, pour faire application du droit de l'Union invoqué sur le second pourvoi. Elle justifierait de faire exception à l'irrecevabilité lorsque le moyen se prévaut d'un revirement de jurisprudence, où l'on aboutirait toutefois à cette situation paradoxale que la fin de non-recevoir ne serait plus appliquée dans la situation précise pour laquelle elle a été créée. Si l'on y consent néanmoins, alors ne reste plus pour domaine de l'irrecevabilité que le cas dans lequel n'est invoquée aucune norme nouvelle, lorsque donc elle ne présente plus aucun intérêt. Si bien que réduite à si peu, on peut légitimement se demander si la règle ne mériterait pas d'être abandonnée. Une règle à abandonner. Les conclusions Lindon nous renseignent sur les raisons de l'arrêt La Rayonnante. De leur examen, un constat ressort. Les arguments invoqués il y a 50 ans ont tous perdu aujourd'hui leur raison d'être. D'autres sont au contraire apparus qui invitent à reléguer cette règle dans le passé. Des justifications dépassées, d'une part, un dépassement justifié, d'autre part. Des justifications dépassées. La première raison invoquée tiendrait à la sécurité juridique, en vertu de laquelle le droit devrait veiller à préserver la stabilité des situations établies. Mais cette conception statique de la sécurité juridique ne correspond plus à celle aujourd'hui défendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Il est régulièrement rappelé en effet que cette exigence doit se concevoir dans une vision dynamique consistant à assurer l'évolution nécessaire du droit et à en garantir le bénéfice à tout justiciable. L'argument de la sécurité ne manquait d'ailleurs pas de piquant en 1971, quand on sait qu'il a servi à opposer en cours d'instance devant la Chambre mixte une fin de non-recevoir nouvelle à un demandeur au pourvoi qui n'en présageait pas l'existence. Une autre justification résiderait alors dans la dignité de la justice, car la fin de non-recevoir a vocation à répondre, on l'a vu, à cette situation singulière dans laquelle les deux justices, l'idéal et l'institution, détournent leur regard du litige pour se regarder l'une l'autre. Dans ce cas particulier, où l'image de la Cour viendrait à pâtir de l'exercice même de sa mission. Mais faut-il, pour y remédier, agir à la manière de la duchesse de Guermantes, dont le narrateur de la recherche nous raconte qu'elle avançait les yeux dans le vague pour éviter de croiser le regard des importuns? Chacun peut comprendre que la Cour de cassation puisse être amenée à réviser son jugement en fonction de l'évolution du droit, quand bien même en serait-elle à l'origine. Il lui suffit de s'en expliquer, comme elle le fait désormais. La dignité de la justice est aussi de regarder les justiciables en face. On excipe enfin des exigences de bonne administration de la justice, qui imposent de ne pas prolonger indéfiniment les procès. Mais depuis 1979, la Cour de cassation a la faculté d'imposer sa doctrine en convoquant une assemblée plénière pour trancher toute question de principe en l'absence même de résistance des juges du fond. Quant au délai d'instruction du second pourvoi, il lui est à présent loisible de l'orienter vers une décision de rejet non spécialement motivée ou vers un autre circuit court. De toute façon, ce qui importe, plus encore que la rapidité des procès, c'est que les décisions soient rendues conformément au droit. En réalité,
Tout justifie aujourd'hui de tourner le dos à cette règle du passé. Un dépassement justifié. Dépourvue désormais de toute raison d'être, la règle se heurte de surcroît à de graves objections. Déjà, on ne lui trouve aucun fondement, ce qui est tout de même gênant pour une cause d'irrecevabilité qui porte en soi atteinte au droit d'accès au juge. Dans les systèmes étrangers, lorsque le demandeur à un second pourvoi est empêché de contester la solution rendue sur un arrêt de cassation, c'est toujours parce que celui-ci s'impose d'abord à la juridiction de renvoi. Il en va exactement ainsi, d'ailleurs, des arrêts du Conseil d'État, dont les motifs, contrairement à ceux de la Cour de cassation, sont revêtus de l'autorité de chose jugée. Quant à ses conséquences, cette irrecevabilité heurte l'égalité due entre les justiciables. Entre les parties au même procès, l'une aura pu contester sur le premier pourvoi la décision qui lui était défavorable, quand l'autre ne le pourra plus sur le second. Enfin, et surtout, la règle porte atteinte à la cohérence du droit. Saisie de la même question sur deux pourvois parallèles, la Cour de cassation appliquera la solution nouvelle pour l'un, mais maintiendra la solution ancienne pour l'autre. Sous couvert d'un refus d'examen, deux ou plusieurs systèmes de droit sont ainsi susceptibles de coexister. En figeant de la sorte les décisions dans le passé, la Cour de cassation empêche l'unité du droit qu'elle a pourtant pour mission d'assurer. Il est difficile à ce stade de ne pas repenser à ces mots de Bernanos. Une idée juste dans laquelle on s'installe à l'abri des contradictions, comme à l'abri du vent et de la pluie, ce n'est plus une idée juste, c'est un préjugé. Si la Cour de cassation renonçait enfin à cette cause d'irrecevabilité, elle se donnerait la faculté de revenir sur sa doctrine, ne serait-ce que pour la préciser. Et s'il n'y a pas lieu, il lui suffit d'orienter le pourvoi vers une procédure d'examen accéléré. Revenons en 1835, à la première apparition de la règle. Cette même année, Mérimée, tout juste nommé inspecteur général des monuments historiques, nous rapporte l'histoire de la Vénus d'Île. Il raconte quelle attraction cette statue de bronze exhumée du passé a exercé sur ses inventeurs et la désolation qu'elle aurait ensuite répandue longtemps autour d'elle. Renterrons la Vénus et oublions cette règle aussi néfaste qu'inutile. Passons-nous du droit là où il n'est pas nécessaire. Faisons nôtre la leçon du doyen Carbonnier. Le non-droit n'est pas le néant ni le chaos, c'est de lui que nous venons. C'est vers son retour que notre attente est dressée. Vous jugerez le moyen recevable.